Salut YouTube, comment ça va? Alors je suis super reconnaissante que tu aies décidé de cliquer et que tu es sur le point de voir une nouvelle vidéo. Mais avant ça, clique sur le livre, c'est mon bonus offert gratuit, guide de conversation en italien pour pouvoir parler facilement l'italien lors de ton prochain voyage. Hôtel, restaurant, shopping, il y en a pour tous les goûts. Et maintenant, retour à la vidéo que tu as demandé de voir. Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Plaisir d'apprendre l'italien. Aujourd'hui, on est avec Fabiola, qui est professeure d'italien et originaire de Rome. Ciao Fabiola, come stai? Ciao, bene, grazie. Bene, Saluti. perfetto. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Fabiola, d'où tu viens et depuis combien de temps est-ce que tu enseignes donc l'italien? Eh bien, je suis de Rome et je vis en France depuis 20 ans. Et j'enseigne l'italien depuis longtemps, même déjà en Italie. Après avoir terminé mes études, donc j'ai étudié les lettres à Rome et je me suis passionnée à la langue italienne, à l'enseignement, après un séjour en Angleterre. Oh, Donc j'ai appris l'anglais mhm, à Londres. Et magnifique. donc, vraiment en apprenant l'anglais, je dis, mais c'est formidable pour enseigner une langue. Et comme ça, au retour d'Italie, j'ai fait des perfectionnements, des spécialisations. Et petit à petit, j'ai commencé à enseigner à des étrangers déjà à Rome. D'accord, ok. Donc tu as vu qu'il y avait vraiment une particularité à enseigner la langue aux étrangers, si je comprends bien. Oui, parce qu'à l'époque, l'italien langue étrangère, c'était pas une matière très répandue. On apprenait l'anglais, mais on n'apprenait pas tellement l'italien. On n'enseignait pas l'italien langue étrangère. Et donc, vraiment, cette discipline s'est développée petit à petit. Les modèles étaient justement l'anglais et après, on a perfectionné d'autres méthodes. Et effectivement, j'ai fait aussi de la formation dans l'université pour l'étranger des Siennes. Ah, d'accord, ok, super. Donc tu as une grande expérience dans le domaine et tu es donc la bonne personne à qui on va poser toutes J'espère, les c'est surtout une questions. grande passion. Hein, Ah oui, voilà, c'est un métier, mais c'est d'abord une passion, vraiment. c'est super, c'est comme ça qu'on apprend encore mieux, c'est avec passion et avec plaisir. Alors, d'après ton expérience, est-ce que tu peux nous partager les trois grandes difficultés que tu as vues chez tes élèves dans l'apprentissage de l'italien? Oui, justement, moi j'ai des élèves francophones qui ont des difficultés liées à leur langue d'origine. Alors après, les difficultés dépendent aussi de la tranche d'âge, du niveau des motivations, quel est l'enjeu, pourquoi on apprend cette langue et aussi, je dirais, un petit peu de sa formation initiale. Et donc, par exemple, si pour des personnes qui ont un certain âge et qui ont beaucoup de passion pour l'italien, la première difficulté, c'est la mémorisation. D'accord? Donc, c'est très difficile, c'est un peu plus difficile de mémoriser des connaissances récentes. Mais par contre, il y a une grande motivation parce que les gens qui sont, par exemple, à la retraite apprennent l'italien pour voyager, ils ont plutôt un but culturel et disposent aussi de beaucoup de temps. C'est ça. Après, j'enseigne aussi à des personnes qui sont dans une vie active et donc là, ils pratiquent déjà la langue, ils vont souvent en Italie. Et donc la compréhension s'est fait assez facilement. Ce qui reste plus difficile, c'est l'expression orale. Oui. C'est vrai qu'en italien, c'est pas évident de parler. On arrive à comprendre en venant du français, mais Oui. parler, c'est plus difficile. Hmm, ok. Et après, je dirais la troisième difficulté, c'est la grammaire. Donc, l'italien paraît très facile au début, et après, quand on commence à étudier la grammaire, effectivement, on se rend compte que c'est très compliqué. On me dit, oh, mais c'est pire que la grammaire française. Il faut avoir une grande rigueur et il faut aussi faire attention à toutes les petites différences. Donc, moi, je parle toujours des grammaires contrastives, c'est-à-dire il faut étudier par contraste avec les Français, par différence.
Donc, il y a beaucoup des similitudes, mais les petites choses qui sont différentes, il faut faire beaucoup d'attention. Oui, c'est vrai que en tant que débutante dans l'italien, moi-même, j'ai aussi la sensation que c'est très facile de comprendre, comme ce que tu viens de dire, mais de parler, c'est plus compliqué, parce que j'ai une coloc qui est italienne, elle vient de Bergamo, et donc voilà, j'ai régulièrement des conversations avec elle et j'essaye de parler, Mhm. mais c'est vraiment compliqué parce qu'on est là, dans notre esprit de français, on essaye de, et des fois on arrive, des fois c'est plus difficile. Et par Ouais, rapport à la ouais, ouais, ouais. grammaire, voilà, moi je suis vraiment qu'au début, mais j'ai vraiment eu cette sensation de oh bah c'est comme le français au tout début et plus j'allais dans la difficulté, plus je me suis dit non, non, c'est pas du tout la même chose. Donc je rejoins tout à fait ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on peut pas c'est pas le français l'italien, c'est vraiment une langue à part entière, hein. Oui, oui, oui. Après, la grammaire est au service de la communication. C'est vraiment une grammaire intuitive. On n'enseigne plus la grammaire des façons comme à l'école, avec des points de grammaire isolés. C'est au service de la communication. Donc, Hmm. on l'intègre, on ne s'aperçoit pas d'apprendre la grammaire. Parce que après, les notions qu'on apprend, on s'en sert tout de suite pour communiquer, pour parler. Ouais, ouais, c'est Donc, vraiment de la c'est très grammaire pratique. utile, c'est pas de la grammaire froide, voilà, on sait pourquoi on Non, l'apprend, non, on non. sait pourquoi on l'utilise, quoi. Super. Alors, selon toi, donc ça, Ouais. c'est une des choses qui permet de dépasser ces difficultés, mais est-ce que tu as d'autres conseils pour dépasser donc ces difficultés pour la mémorisation, par exemple? Oui, alors mon conseil, c'est qu'il faut s'exposer à la langue. C'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité d'aller en Italie, d'être vraiment en immersion, eh bien, il faut trouver toutes sortes de manières pour s'exposer. Donc, à chacun, après, de choisir son style d'apprentissage. C'est-à-dire, justement, pour la mémorisation, si on est plus auditif, eh bien, il ne faut pas hésiter à écouter des podcasts, des audios. Par contre, si on a une mémoire visuelle, il faut se servir des images. Donc, voilà, du vocabulaire visuel associé, images et paroles. Donc, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes, mais il faut les adapter à ce qu'on aime. Parce qu'après, l'apprentissage doit rester un plaisir. Ah oui, Il doit complètement, ouais. pas... Il ne faut pas qu'il y ait la notion d'être scolaire, d'être à l'école. Parce que souvent, on a des mauvais souvenirs de l'école. Donc, il ne faut pas retomber voilà, dans ce genre de psychose et au contraire, vraiment intégrer la notion des plaisirs. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as des élèves qui ont une mémoire kinesthésique parmi tes élèves? Alors oui, un petit peu moins dans le sens qu'on est dans un groupe, mais souvent on fait par exemple des sketchs, des petites choses, voilà, par les théâtres j'adore ça, Oui, oui. donc on fait de toutes petites pièces, ou alors par exemple on essaie de dramatiser une chanson. Et on étudie la chanson, après on fait un petit scénario et après on essaie de jouer. Donc c'est vrai que les chants et l'effet de bouger avec son corps, son intonation, ça aide beaucoup. Ouais, les émotions Après, qu'on peut on fait avoir pas, on aussi. fait Ouais, ouais, pardon, tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais qu'on ne fait pas vraiment des exercices en plein air, mais voilà, on essaye par ces biais de s'amuser Mais je pense aussi. que c'est très important et puis vraiment d'avoir un lien émotionnel aussi. Quand tu dis dramatiser une chanson, c'est très important parce que pour le coup, on utilise de multiples sens que l'on a et eh bien, on mémorise d'autant plus facilement eh bien, la langue, quoi, hein. Ok, super. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils dans le domaine ou est-ce qu'on peut passer à ton expression italienne préférée? Oui, non, mais mon conseil de suivre les vidéos de Sandrine Ouh, qui sont magnifiques, c'est vraiment gentil, très bien merci. faites. Elles vous accompagnent, elles vous donnent plein de conseils. Il y a beaucoup de ressources, d'outils. Et donc, effectivement, voilà, les vidéos, je trouve que c'est vraiment une très bonne méthode. Moi, je les conseille à mes étudiants. Il y en a très bien fait. Donc, voilà,
il ne faut pas hésiter à regarder tout ça. Eh ben écoute, justement, j'en profite pour en parler. Je vais bientôt lancer le défi 30 jours, 30 vidéos, donc avec une vidéo par jour. Donc on va parler soit de points de culture italien, soit d'expression, soit carrément des dialogues en italien. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien moi personnellement, la vidéo. Donc comme tu le dis, c'est sympa parce que ça permet d'avoir qui l'audio, qui le visuel, ou eh bien pour les personnes qui sont kinesthésiques, d'avoir ce lien émotionnel. Donc oui, les vidéos, c'est quelque chose que je vais bientôt un petit peu plus poursuivre, on va dire. Ok, et ben écoute, on va passer à la dernière partie. Ton expression italienne favorite. Alors dis-moi, pardon, quelle est la... Alors, mon expression préférée est in bocca al lupo. Ah, allora, in bocca al lupo, c'est une expression que veut dire bonne chance, une expression d'encouragement et à laquelle on répond crepi il lupo. Tout à fait. Et donc, voilà, on vous envoie dans la gueule du loup. Oh. Le loup, c'est un peu un symbole du danger, de quelque chose de négatif dans la culture populaire. Et donc, ça veut dire un petit peu comme aller à la rencontre de l'ennemi. Et donc, il faut être fort pour contraster et pour répondre crepi il lupo, que le loup crève. D'accord. On ne peut pas finir dans sa gueule. Il faut être très courageux, très brave pour pouvoir dire ça, en effet. Donc, oui, donc on dit ça aux étudiants au moment de passer l'examen, par exemple, et dans toute occasion. Et donc voilà, un petit peu bonne chance. In bocca al lupo. Donc c'est vraiment, on ne dit pas buona fortuna en italien. On dit crepi il lupo. Non, parce que comme en français, si on dit bonne chance, ça va pas du tout. C'est un peu l'interjection merde qu'on dit en français et en italien. Donc, il faut dire in bocca al lupo. In bocca al lupo. D'accord, ok, super. Bah écoute, merci. Crepi il lupo. Crepi il lupo, c'est ça. Et pas grazie, parce que ça serait très bizarre, n'est-ce pas, de dire grazie. Hein? Ça te choquerait, toi, en tant qu'italienne, d'entendre grazie quand on te dit ça. Quand tu dis ça. Non, ne dis pas ça. Non, surtout pas. Ok, super. Ben écoute, merci beaucoup Fabiola d'avoir donné ton temps ce matin. J'espère que ça a plu à tout le monde sur le blog. De toute façon, on te fera un retour. Et puis, ben écoute, je te dis à très bientôt. Merci encore Fabiola. Et puis, passe une bonne soirée parce que moi, je suis en Nouvelle-Zélande. Ici, c'est le matin, mais chez toi, c'est le soir. Voilà. Grazie et à presto. Ciao, à presto. Tutti. Alors en bonus, on m'a demandé sur la page Facebook quelle est l'une des plus grandes erreurs que les francophones font en italien et la réponse en direct. Faccio la bicicletta. L'expression du futur proche, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit pas ou faccio bicicletta. On dit vado a bicicletta. Et tu, come vai? Et c'est pas come vai, c'est come stai, parce que come vai, c'est ancien, antique. Les Italiens, ils vont te regarder avec un look comme ça si jamais tu leur dis ça. Ok, alors on oublie come vai. Va bene? De façon générale, pour l'utilisation du futur proche, on ne fait pas de traduction mot à mot.